Le problème, c'est qu'on se projette beaucoup trop. On veut que les choses se passent comme on a décidé. Et quand ça se passe pas comme on veut, eh bien, on ressent de la colère, on ressent de la frustration, on se plaint. Généralement, les coureurs, les coureuses veulent en faire trop. Ils veulent courir trop vite, ils veulent courir trop longtemps et ils veulent courir trop de jours dans la semaine. Alors, on se voit souvent, très concrètement, Que je ne suis pas seul et qu'on a plus de 55% des Français qui ont pris du poids pendant ce confinement, eh ben, je me dis qu'on a... Et souvent, on m'a dit, alors je ne sais pas si tout le monde connaît cette émission, en tout cas qui moi date de mon adolescence, C'est pas sorcier avec Fred et Jamy. Et souvent on m'a fait la remarque, vous êtes un peu les Fred et Jamy de la course à pied. Alors moi, ça... Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour une émission un peu spéciale conçue à l'occasion du déconfinement du 11 mai prochain dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans cet épisode, nous allons vous aider à éviter les erreurs de reprise que commettent aussi bien les coureurs et coureuses acquéris que les nouveaux arrivants, et Dieu sait qu'ils sont nombreux ces derniers temps. Et c'est pas tout, puisque nous allons aussi vous révéler quelques anecdotes et statistiques plutôt cocasse de notre confinement. Et enfin, on va vous donner quelques clés pour cultiver un état d'esprit tourné vers la réussite et l'optimisme. Et c'est important, l'optimisme en ce moment. Et qui de mieux que Fred pour nous aider à y voir plus clair dans cette période un peu trouble? Ça tombe bien, puisqu'il est parmi nous. Fred, comment vas-tu ? Hello Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vais te dire, et je pense que c'est un sentiment que je partage avec beaucoup de monde aujourd'hui en ce jour spécial. Je vais plutôt bien et je dirais même très bien, puisqu'on va y revenir. Fini les limitations, au moins dans la durée et le lieu de nos sorties en course. Et ça, sincèrement, c'est déjà énorme après 2 mois avoir creusé un sillon sur le trottoir de mon pâté de maison. Ah, je pense que tu n'as pas été seul à courir à travers des pâtés de maison ces derniers temps, Fred. En tout cas, tu as raison, c'est désormais officiel. Après de longues semaines de confinement où pour la plupart d'entre nous, nous avons dû stopper ou diminuer considérablement nos entraînements, nous allons pouvoir enfin recourir en nature. Évidemment, toujours dans le respect des gestes barrières, mais sans aucune restriction de temps et presque plus aucune restriction de distance. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, voire même une excellente nouvelle. Alors en effet Guillaume, moi je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde et à mon avis on en avait vraiment besoin. J'aimerais quand même un peu nuancer notre enthousiasme. Parce que nous, on a énormément de chance parce qu'on peut pratiquer à nouveau notre sport qu'on a pu pratiquer pendant le confinement, mais là on le peut encore avec des conditions qui sont toujours à respecter mais qui sont quand même largement élargies. Il y a énormément d'autres sportifs qui malheureusement n'ont pas cette opportunité. Alors je pense notamment, et je citerai pas tout le monde évidemment, mais je pense aux nageurs, aux footballeurs, enfin tout ce qui est sport collectif et aussi aux sports de contact. Donc très concrètement, il faut se réjouir et en même temps vraiment avoir conscience de notre chance en cette période si particulière de crise sanitaire. C'est une chance, évidemment, mais du coup, elle s'accompagne aussi d'un certain nombre de responsabilités. Et en aucun cas, cet assouplissement des restrictions à la pratique de la course à pied doit s'accompagner d'une baisse de notre vigilance dans la lutte contre le coronavirus. Alors, on a pu constater ces derniers temps une recrudescence dans la presse et même de manière un peu plus générale, on va dire dans la société, d'un phénomène qu'on avait déjà observé en début de crise, au début du confinement, d'un phénomène qu'on pourrait qualifier d'anti-coureur. Alors, le jogger était souvent qualifié d'irresponsable ou encore d'égoïste. Bon, évidemment, on ne peut que regretter et condamner ces caricatures qui, bon, à mon sens, sont injustes. Et le meilleur moyen de lutter contre ces phénomènes-là, ça va être nous, en tant que pratiquants, nous montrer le plus responsable et respectueux envers le cadre réglementaire qui nous est donné. En effet, Fred, c'est une chance, mais c'est aussi une responsabilité. Donc, c'est à nous, à chaque coureur, d'être garant du respect des gestes barrières. Donc, si on croise un piéton, des gens qui promènent leur chien, c'est à nous de nous décaler et de faire en sorte de laisser une distance sociale suffisante et donc de choisir aussi des terrains d'entraînement qui nous permettent de réaliser cette distance.
Ensuite, tu l'évoquais, effectivement, on a connu des temps assez compliqués pour les coureurs qui étaient assez caricaturés, comme tu l'as dit. D'ailleurs, on a reçu dans un épisode qui va bientôt paraître dans les jours prochains, Florence Puclavec, qui est une psychologue, et elle nous a aidé à décrypter, entre autres, les ressorts psychologiques qui peuvent expliquer ce phénomène anti-coureur que nous avons hélas tous vécu. C'est un épisode qui est vraiment passionnant. Je vous recommande fortement de l'écouter parce que c'est aussi intéressant de décrypter ces phénomènes psychologiques pour faire preuve aussi d'empathie et du coup peut-être un peu mieux les vivre. Quoi qu'il arrive, Fred, le sport, c'est jamais un problème. Bon, c'est peut-être dommage d'avoir à le rappeler. Alors, c'est même plus que ça, Guillaume. Le sport, moi j'estime qu'il fait partie de la solution et non du problème. Il faut bien comprendre que le sport doit être une priorité, encore plus dans la situation actuelle. Ça a été dit et redit, mais je préfère quand même insister sur ce point-là, que chaque année dans le monde, la sédentarité provoque près de 450 000 décès. Ça, j'insiste vraiment, parce que je veux qu'on mette ce chiffre au regard des chiffres de la crise sanitaire internationale qui, à ce jour, a à peu près fait 230-240 000 morts. Là, on est quasiment au double du fait de la sédentarité. Et quand on regarde les statistiques des patients en réanimation atteints du Covid-19, elles sont terribles, ces stats. Presque 80% d'entre eux sont en surpoids. Donc, on sait que le surpoids est lié évidemment à tout ce qu'on appelle la malbouffe, mais c'est aussi lié à la sédentarité. Donc, plus que jamais, cette crise, elle doit nous engager à agir pour la santé et le bien-être de chacun. Et le sport est évidemment un élément clé dans cette dynamique-là. On n'aura cesse de le rappeler, le sport est capital dans nos sociétés de plus en plus sédentarisées. Et oui, le sport fait partie de la solution et non du problème. D'ailleurs, à titre personnel, moi j'ai eu, c'est vrai, beaucoup de mal à comprendre pourquoi en France on a autorisé pendant le confinement l'ouverture de magasins de bricolage, par exemple, comme étant des achats de première nécessité. Mais on a interdit l'ouverture des magasins d'équipements de sport alors qu'ils sont, à mon sens, beaucoup plus utiles pour le bien-être des Français et surtout pour leur permettre de ne pas péter les plombs en période de confinement. Et c'est aussi important, la santé psychologique des Français, parce qu'il y a la question du confinement, mais il y a la question aussi de comment est-ce qu'on va ressortir de ce confinement. Si nos défenses immunitaires sont au plus bas, c'est quand même pas l'idéal pour lutter contre un virus, surtout s'il y a des risques de deuxième vague. C'est pas une solution rationnelle d'empêcher les gens de faire du sport. Bref, il y a encore du boulot pour changer les esprits, mais bon, quand même, j'ai l'impression que les choses commencent à évoluer. Et la preuve, avec les mesures restrictives qui, elles aussi, évoluent, mais qui demeurent quand même. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler les règles qu'on devra respecter à partir du 11 mai si on veut aller courir ? Alors, je vais un peu classer ces nouvelles conditions en bonnes nouvelles et en ce que je vais qualifier de moins bonnes nouvelles, en fait. Alors, les bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y aura plus aucune limitation de durée dans notre pratique. Donc, on sera plus limité à 1 heure. On ne sera plus limité dans la distance par rapport à nos domiciles. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé d'être à 1 km maximum de chez nous. Mais il ne faudra pas excéder 100 km non plus, mais ça nous laisse une bonne marge quand même pour courir. Et l'autre grande bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra plus se munir de la fameuse attestation de sortie. Youpi! ça me fait du bien, parce que souvent, en plus, on ne savait pas trop où la mettre. On n'a pas tous des shorts, là, laissez les beaux jours qui arrivent, des poches dans nos shorts, en fait. Donc voilà, il y a aussi un côté un peu pratique. Et alors, du coup, les moins bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même une réglementation à respecter, c'est qu'il faut une distance de 10 mètres minimum entre 2 personnes pour les activités de la course à pied et du vélo. Je tiens à le préciser pour l'ensemble des coureurs ou triathlètes qui peuvent nous écouter. Il faut limiter les rassemblements de course à pied à 10 personnes. En extérieur, 10 personnes maximum, en respectant ces fameux 10 mètres. Donc, vous voyez, il faut quand même un certain espace. Du coup, l'ensemble des installations sportives ne sont pas ouvertes, donc aucune possibilité d'avoir accès aux pistes et de bénéficier des vestiaires. Et à noter qu'il y aura également des restrictions plus locales en fonction du fait que vous êtes dans une zone rouge ou verte, notamment sur l'ouverture des parcs où vous pouvez courir, et les plages et les quais. Donc voilà, tous les lieux ne seront pas forcément accessibles, mais quand même, on va être dans une situation bien plus aisée. Bon, Fred, c'est quand même pas trop mal, on n'a pas trop à se plaindre. Non, j'estime qu'il n'y a pas à se plaindre.
C'est vrai que la mesure qui fait le plus parler d'elle, notamment dans les communautés de coureurs, c'est la fameuse distanciation sociale de 10 mètres entre chaque coureur, hein. On sait bien ce que c'est 10 mètres. Si on va faire une sortie avec un ami, 10 mètres, c'est même en aisance respiratoire, ça fait un peu loin pour tenir une discussion qui tient la route. Mais là, finalement, je vais vous dire que on a échappé au pire parce que moi, j'ai eu accès aux recommandations médicales qui ont été transmises aux fédérations sportives, notamment à la FFA. Et en fait, à la base, ces fameux 10 mètres sont liés à l'absence de vent. Donc, en cas de vent contraire, ou qui pourrait dire en cas de vent fort, qui pourrait accentuer la projection de la transpiration, des crachats, enfin de tout cela, logiquement, les distances devraient être augmentées, mais cela n'a pas été rajouté dans les consignes grand public. Donc, bon, c'est déjà pas mal parce qu'en plus, il aurait fallu regarder le bulletin météo tous les jours et faire des calculs savants pour adapter cette distance. Donc voilà, la seule recommandation qu'on peut donner, c'est que il faut éviter que les projections dues à la transpiration qui sont réelles, hein, il faut pas le nier, aillent, on va dire, en tout cas, se projettent sur des personnes alentours. Donc éviter la saturation des parcs, des quais, là où il y a des quais. Encore une fois, nous avons énormément de chance, et du coup, il faut voilà prendre les responsabilités qui vont avec, pour pas que cette chance soit vue comme une sorte de privilège qui ne serait pas légitime et normal. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est de privilégier les entraînements tôt le matin ou tard le soir, là où vous allez rencontrer le moins de gens possible. Alors en plus, tôt le matin, ça va être très bien parce qu'on va rentrer sur les périodes qui commencent à être un peu plus chaudes, donc on va courir un peu plus à la fraîche, donc c'est plutôt une bonne chose également. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de respecter le cadre légal parce qu'il est, je le répète, hein, vraiment important que nous soyons tous acteurs de la résolution de cette crise et ne donnons pas le bâton pour nous faire battre. Merci beaucoup Fred pour le rappel de ces règles. Évidemment, hein, toutes ces règles peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire. Pour l'instant, pas d'obligation pour les coureurs de porter un masque. Après, comme j'ai dit, ça peut évoluer. Notamment, il y a une pétition signée par plus de 50 médecins et scientifiques français de renom pour inciter le gouvernement à rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics. Par contre, en Chine, à noter que le masque n'est pas obligatoire quand on pratique une activité physique, puisqu'ils se sont rendus compte que c'était plus dangereux pour les athlètes. Donc voilà, c'est plus obligatoire. Donc tout ça, c'est à suivre. Ça peut évoluer dans le bon sens, dans le mauvais sens. Donc restons vigilants. Sinon, Fred, ces mesures moins restrictives pour les sportifs signent pour beaucoup de coureurs la reprise des entraînements. Néanmoins, elles n'ont pas été accueillies de la même manière chez tous les coureurs. Il y en a certains déjà qui ont peur de perdre leur motivation parce que c'est toujours interdit de courir en compétition jusqu'à nouvel ordre. Il y en a d'autres aussi qui redoutent un reconfinement et donc ils jugent inutile de se réentraîner pour l'instant. Et il y en a encore d'autres qui déplorent des mesures encore beaucoup trop restrictives par les autorités et ces mesures les empêchent, selon eux, de s'entraîner correctement. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui sont pas forcément positifs avec ces nouvelles mesures, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les remotiver ? Alors déjà, moi je dirais une seule chose, vous avez le choix. Voilà, on a tous le choix. On a le choix de s'entraîner ou de pas s'entraîner, et personne n'a concrètement à remettre en cause votre décision, car elle vous appartient à vous seul. On a tous vécu cette situation de manière très différente, de par notre histoire, de par notre environnement direct, pour plein de raisons. Et même si la lutte contre le Covid-19 nous impose des règles que nous devons évidemment respecter avec le plus de rigueur possible, à l'heure actuelle, et même pendant le confinement, il ne nous était pas interdit de nous entraîner tant qu'on respectait les fameux gestes barrières. Donc, si vous avez décidé de plus vous entraîner, c'est votre choix. À un moment, voilà, il faut l'assumer aussi pleinement. Moi, je ne critique pas ce choix, mais je dis aussi aux personnes qui le font de l'assumer pleinement. Et on ne peut pas blâmer les autorités parce qu'elles ne nous interdisent pas concrètement de nous entraîner. Alors, pas dans toutes les conditions qu'on souhaiterait, mais on l'a déjà rappelé par rapport à d'autres sports, on est plus que privilégié. Donc, ne pas blâmer les autorités ou qui sait d'autres sur la responsabilité de cette situation. Concrètement, hein, je pense très honnêtement, voilà, qu'il est inutile de vouloir rejeter la faute sur les événements qu'on ne maîtrise pas ou même pire sur les autres.
Évidemment, hein, quand on rejette la faute sur quelqu'un d'autre, ça évite de remettre en question ses motivations. Mais au final, sur le long terme, bah, ça va écorner notre confiance en nous. Faut être assez honnête aussi avec cette démarche-là. Assumons nos choix. Nous sommes responsables. Et puis voilà, ça nous permet de vivre plus libérés par rapport à ça et de se dire, bah, finalement, les conditions qui me sont proposées ne me conviennent pas, bah, j'y vais pas. On peut aussi tout simplement dire cela et pas dire, ah bah si je pouvais, je ferais ci. Voilà. Tous les deux, on est à Paris. On dit bien qu'avec des si, hein, on mettrait Paris en bouteille. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il faut mieux se concentrer sur les opportunités qui nous restent plutôt que les restrictions qui nous sont encore imposées. Personnellement, comme beaucoup de coureurs, lors du premier confinement, j'ai pris la décision de plus courir parce que pour moi, c'était la meilleure chose à faire. J'étais pas prêt à appliquer les bons gestes barrières et puis de toute façon, à ce moment-là, la course à pied, c'était plus une priorité pour moi. C'était mon choix, c'était personnel. J'ai absolument aucun jugement négatif sur ceux qui, eux, ont décidé de continuer à s'entraîner. Évidemment, cet arrêt, pour moi, il a été dur parce que comme tu sais, je préparais le marathon de Paris. Alors forcément, j'étais hyper déçu. Il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer cette annulation. Mais après, j'ai accepté la décision sans trouver ça injuste parce que de toute façon, ce qu'il doit se passer, eh bien ça se passe. On n'a absolument aucun pouvoir sur certaines choses. Il faut l'accepter. Mais moi, je comprends parce que le problème, c'est qu'on se projette beaucoup trop. On veut que les choses se passent comme on a décidé. Et quand ça ne se passe pas comme on veut, eh bien, on ressent de la colère, on ressent de la frustration, on se plaint, on est aigri, on accuse les autres. Mais les choses se passent comme elles doivent se passer. Nos attentes, nos projections, la réalité, c'est que la vie, elle n'en a rien à faire. Bref, il faut l'accepter, se sentir responsable, comme tu dis, se concentrer sur le positif, parce qu'au final, voir le verre à moitié plein, c'est toujours une meilleure façon d'envisager la vie. Alors, exactement, Guillaume. Tu sais, quand je dis nous sommes responsables, alors évidemment, c'est une image. On n'est pas responsable de la pandémie. Mais en tout cas, ça pose, pour moi, quand je le dis, la question de notre état d'esprit. En fait, se sentir responsable, c'est avant tout refuser l'idée d'être la victime ou de subir les événements. Si tu perds ta motivation, c'est pas la faute des organisateurs de course, c'est pas la faute des autorités, c'est bien entre guillemets ta responsabilité. Moi, je vais te donner une image qui va être un peu différente, mais qui rejoint un peu cette situation. Euh, Lors des compétitions, tu auras toujours des athlètes qui vont se plaindre de la météo, si elle ne convient pas, ou finalement du parcours qui était comme ci, comme ça. Voilà, on peut accuser n'importe quoi, on peut accuser le ciel de nous avoir causé du tort, de nous avoir mis des bâtons dans les roues. Et tu as d'autres athlètes qui, eux, vont accepter chaque situation, qu'ils ne maîtrisent pas, hein, j'insiste sur ça, c'est pour se concentrer uniquement sur leur capacité d'adaptation. Et tu vois, Guillaume, c'est là que je parle d'être responsable et pour moi, c'est ça. Alors évidemment, je veux être assez clair, hein, moi je ne blâme personne, c'est vraiment important que ce soit dit, parce que je vais être honnête, il m'arrive également voilà, d'avoir ce type de réaction, de pester contre ci, contre là, et d'être dans un moment où finalement je me dégage de ma propre responsabilité. Mais l'important, à mon sens, en tout cas le premier pas, c'est d'en avoir conscience. Parce qu'une fois que tu as conscience que tu as ce type de réaction, tu tiens là le levier au niveau de la psychologie personnelle et qui va avoir des répercussions essentielles à la fois sur ta pratique sportive et la poursuite de tes objectifs, voire de tes rêves, mais aussi sur l'ensemble de ta vie en fait. L'idée, c'est pas de dire devenez entre guillemets parfait, ne vous plaignez jamais, ne reportez jamais la faute sur les autres, mais quand vous le faites, ayez juste conscience que c'est juste un biais pour vous défausser d'une responsabilité, car si on n'a pas la main sur les événements qui peuvent se passer, ce qui est une réalité, par contre, on a la main sur nos réactions face à ces événements, et c'est bien là-dessus qu'on peut agir tout simplement. Le message est passé. Fred, merci beaucoup. Je vais maintenant faire une transition sur un sujet beaucoup plus léger, qui est l'impact plus ou moins surprenant du confinement sur la vie des Français et plus particulièrement des coureurs. D'ailleurs, tu as noté quelques anecdotes et statistiques pour le moins croustillants. Est-ce que tu peux nous les partager avec nous? J'ai hâte. Alors ça va être avec un grand plaisir et je peux déjà te dire que le confinement a donné des idées à certains.
et de très bonnes idées souvent. Alors, on l'a vu, hein, il y en a qui ont couru des marathons sur leur balcon, dans leur parking. Ça, c'est des choses assez époustouflantes parce que sur des espaces aussi restreints, moi, je pense que moi-même, je serais incapable de courir plus de 5 minutes. Alors, au Royaume-Uni, tu as un centenaire qui a réussi à lever à lui seul, hein, à collecter 36 millions d'euros pour aider les hôpitaux publics en faisant une course dans son jardin. Et il a même reçu un message personnel de la reine d'Angleterre pour le féliciter. Donc, c'est te dire l'impact qu'il a réussi à avoir juste en faisant quelque chose de très simple et en plus dirigé vers les autres. Voilà, ça, c'est vraiment des anecdotes qui, je trouve, sont riches et montrent à quel point, finalement, on peut transmettre, malgré la situation actuelle, de l'énergie, de l'amour aux gens et se mettre au service des bonnes causes, même si on ne peut pas être en contact direct. Autre point, c'est que le confinement, il a aussi eu un impact sur notre santé. Alors, pour les plus positifs de ces impacts, une enquête menée par une entreprise d'objets connectés a révélé que les Français ont dormi en moyenne 20 minutes supplémentaires par rapport à l'avant-confinement. Alors tu sais, j'insiste souvent sur le sommeil, qui est le premier facteur de récupération. Donc, aller prendre 20 minutes de plus par jour, c'est énorme, hein, ça, voilà. En 3 nuits, tu as déjà gagné 1 heure de sommeil. Donc tu vois, sur la semaine, tu as gagné quasiment 2 heures et demie, ce qui n'est pas négligeable. Pour les choses un peu moins sympas, entre guillemets, 57% des Français reconnaissent avoir grossi pendant leur confinement. Alors, en moyenne, les hommes ont pris 2,7 kilos et les femmes 2,3 kilos, ce qui n'est pas rien. Et on voit que les hommes ont été beaucoup moins attentifs que ces dames. Donc voilà, un peu de vigilance, messieurs, s'il vous plaît. Alors, la course à pied, elle n'est pas en reste dans l'ensemble des statistiques. Et vous l'avez sûrement remarqué, puisque ça a été un phénomène vraiment national et je dirais même international, parce que lorsqu'on nous montre des images de confinement ou de déconfinement actuellement, une des premières images qu'on voit, ce sont des coureurs, que ce soit en Europe, en Italie, en Espagne ou à l'étranger, comme en Australie, Nouvelle-Zélande, où que ce soit, on voit des coureurs. Et depuis le début du confinement, on n'a jamais vu autant de gens qui couraient dans les rues. Et la marque Garmin a mené une étude et elle a révélé qu'en France, il y a eu une augmentation de 18% des synchronisations d'activités de course à pied. Alors, je précise pour ceux qui n'utilisent pas forcément ces objets-là, que ce qu'on appelle les synchronisations d'activités, c'est-à-dire que je mets en ligne ou sur mon espace Garmin les sorties que je viens de faire, qui sont enregistrées sur ma montre, tout simplement. Elles sont assez amusantes, Fred, tes statistiques. Et c'est vrai que cette crise, elle a un peu révélé aussi la place qu'a maintenant la course à pied dans notre société. Il faut savoir qu'en France, plus de 13 millions de personnes courent régulièrement. Et là, on a pu s'apercevoir l'enjeu et la place qu'a pris la course à pied au niveau national, avec des déclarations sur ce sport par le Premier ministre, par même le Président. On s'est aperçu quand même que ça avait pris de l'ampleur. Et ça fait, même si c'est un peu délicat la situation, ça fait quand même bizarre de se dire que notre sport est devenu aussi populaire. Tu le disais, il y a beaucoup de gens qui se sont découverts une passion pour la course à pied. Néanmoins, beaucoup de coureurs et coureuses, peut-être eux plus réguliers, ont décidé de mettre entre parenthèses leur entraînement pour le confinement. Et du coup, maintenant, la question de la reprise, elle se pose pour eux. On le sait, les périodes de réathlétisation sont extrêmement piégeuses, voire même délicates à gérer pour les coureurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toute l'équipe de Dans la tête d'un coureur s'est mobilisée pour créer un programme spécifique et complet qui s'appelle d'ailleurs Je reprends la course à pied, avec une série de podcasts, mais aussi des e-books, des vidéos. Et quand je vois que je ne suis pas seul et qu'on a plus de 55% des Français qui ont pris du poids pendant ce confinement, je me dis qu'on a bien fait aussi d'y intégrer une rubrique pour perdre de la masse grasse et pour opérer un rééquilibrage alimentaire. Visiblement, sur ce coup-là, on a eu du nez. On va revenir un peu plus tard dans l'émission sur ce programme, qu'est-ce qu'il contient et comment est-ce qu'il peut vous aider dans cette période de reprise. Mais avant ça, Fred, j'aimerais que tu nous donnes quelques conseils pour éviter des erreurs qui sont malheureusement monnaie courante en période de reprise. Du coup, pour toi, c'est quoi l'erreur qui est la plus préjudiciable pour les coureurs et coureuses quand ils reprennent ?
Alors, tout à fait, mais je voudrais d'abord revenir sur un des termes que tu as employé, qui est celui de la réathlétisation. Heu, Dans l'esprit collectif, on parle de réathlétisation quand on s'est blessé et on doit suivre des protocoles particuliers pour se remuscler, et reprendre le sport suite, à un événement qui est une opération, un événement grave qui nous a écartés, de notre pratique, physique et sportive, durant de longues semaines, voire de longs mois. En fait, la réathlétisation, c'est juste le phénomène de reprendre le sport. Alors, on le pense par rapport, aux suites d'une blessure, mais suite à une coupure, qu'elle soit liée au confinement ou qu'elle soit liée à votre coupure annuelle, c'est exactement la même chose. Alors on y pense quand on a été blessé, on n'y pense pas quand on a juste fait une coupure entre guillemets «en bonne santé» et là, c'est une erreur fondamentale parce que du coup, heu, tout le monde, hein, et là je dis bien tout le monde parce que, aussi bien les athlètes très aguerris que ceux qui débutent, se lancent comme ça, sans plan précis, ça leur viendrait pas à l'idée, s'ils revenaient de blessure et c'est exactement, cet état d'esprit qu'il faut avoir. Il ne faut pas se laisser aller au gré de ses humeurs, de ses envies, pas penser que, juste quelques footings, à répétition nous suffisent pour retrouver notre forme et faire comme si finalement il n'y avait pas eu de coupure, comme s'il n'y avait pas eu de confinement, comme si rien ne s'était passé et reprendre là où on s'était arrêté. Non, parce que le risque, comme dans le cas, d'une réathlétisation, suite à une blessure, le risque est finalement de pas, donner les moyens au corps, je veux dire d'encaisser, ce qu'on va lui proposer sur le long terme et du coup rechuter assez rapidement. C'est vrai que, et ça, je le constate même chez les athlètes aguerris, et c'est aussi une erreur que je faisais à l'époque. On a tous des plans d'entraînement pour préparer des marathons, des semi-marathons, des 10 kilomètres. Et quand on doit se réathlétiser, eh bien finalement, on n'a pas forcément cette démarche d'être accompagné. Et c'est souvent ça qui, malheureusement, fait qu'une reprise, au lieu qu'elle dure 6 semaines, un mois et demi, peut s'étaler sur 2, 3 mois et s'éterniser dans le temps parce que malheureusement, c'est pas bien organisé. Donc, tu as raison d'insister sur l'importance du plan. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que l'absence de plan qui sont commises par les coureurs? Alors, ouais, alors une erreur qu'on retrouve aussi, là, à tous les niveaux, c'est que les athlètes font preuve d'impatience, hein. Moi, je le vois, même directement avec les athlètes que j'entraîne. Je suis obligé à chaque fois de leur répéter, les allures, et autres. On va dans un monde où tout va très vite et finalement, on ne supporte plus l'attente. Donc on veut que, voilà, que les choses aillent vite, on se frustre, on râle même et on accepte de moins en moins les délais. Mais d'un point de vue sportif, l'impatience, c'est un vrai problème. Et ça, il faut bien en avoir conscience car il affecte l'état émotionnel et il brouille notre objectivité. C'est là que l'importance, j'y reviens, hein, je suis désolé, c'est l'importance d'avoir un plan précis parce qu'on accepte généralement beaucoup mieux les délais quand on a un cadre temporel à respecter pour cette reprise. Parce qu'on sait où on va et on sait pourquoi on y va et comment on y va. Ça, c'est vraiment les questions auxquelles répondre le plan, comme dans tout plan, hein, tu parlais des plans marathon qu'on accepte très bien. Le plan de reprise, c'est exactement la même chose. Effectivement, hein, des fois, à vouloir aller trop vite, eh bien, on a exactement l'effet inverse, c'est qu'on perd du temps, et donc il faut faire preuve de patience. Il y a d'autres choses qu'on fait mal. Je me reconnais pas mal, hein, dans les choses que tu dis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on fait mal, Fred? Globalement, voilà, ça va reprendre une partie de ce que je viens de dire, hein. Généralement, les coureurs, les coureuses veulent en faire trop. Ils veulent courir trop vite, ils veulent courir trop longtemps et ils veulent courir trop de jours dans la semaine. Alors, on se voit souvent, très concrètement, plus fort qu'on l'est, car voilà, on garde, et c'est plutôt positif en soi, en tête des souvenirs du passé qui sont plutôt positifs, hein. Et voilà, comme je le disais, on fait comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait pas eu de coupure et qu'on reprenait là où on s'était arrêté. Concrètement, la progressivité dans une période de reprise, elle est mise en place pour éviter la démotivation, parce que ça c'est très important, éviter les risques de blessures, ça c'est également fondamental, et bien assimiler la charge de réathlétisation pour derrière pouvoir faire face à une saison qui, je l'espère, va être longue et riche en courses, en objectifs et surtout en objectifs atteints. Donc, le plan de reprise doit absolument vous accompagner dans la gestion de vos allures, dans votre volume kilométrique hebdomadaire et dans vos périodes de récupération. Tous ces éléments-là doivent être bien mis en place, sinon concrètement, vous allez dans le mur, hein.
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez courant en période de reprise chez certains coureurs. Peut-être je m'inclus dedans, mais à culpa, on a tendance à vouloir en faire trop, à se dire voilà, si je rajoute quelques séances, si je vais plus vite, si j'en fais un petit peu plus, peut-être que ça va me permettre de revenir beaucoup plus vite que la normale. Mais généralement, c'est un choix qu'on paye très très cher parce qu'il y a les risques de blessure, il y a aussi les risques de se démotiver parce que tout simplement, on n'a plus nos repères et on voit que c'est plus compliqué la réalité. Et donc, c'est pas évident. Par contre, là où moi je suis un petit peu surpris, Fred, c'est que tu parles de période de récupération, tu en parles déjà. On vient quand même de sortir de 6 semaines de confinement, de repos. On va quand même pas reprendre des jours de congé. Justement, Guillaume, ça c'est une erreur extrêmement courante chez les athlètes et plus particulièrement pour le coup chez les plus guéris, ils négligent considérablement les phases de récupération en période de reprise. Alors, en course à pied, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de progression sans assimilation. Donc, il faut se laisser le temps, entre guillemets, de digérer chaque séance. Même si elles nous paraissent faciles, ça reste, on va dire, nouveau à cette période de l'année. Donc, il faut bien se laisser le temps. Et si on enchaîne trop vite les séances, ben voilà, on n'assimile rien parce que on a des temps incompressibles d'assimilation par le corps. C'est le fameux phénomène de surcompensation qu'on a déjà évoqué ensemble. C'est que à une charge de travail correspond une adaptation physique, physiologique, neurologique, psychologique de l'organisme. Mais ça se fait pas pendant l'exercice et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, si on laisse pas le temps à cette phase de surcompensation de se réaliser, bah voilà, on réenchaîne sur des séances qui ne vont pas permettre de bénéficier du travail qui a déjà été effectué. Je vais prendre une image, c'est comme, voilà, ce que c'est quelque chose qui a été, très quotidien, dans cette période de confinement. C'est beaucoup de gens se sont mis à faire du pain chez eux. Bah, quand on fait du pain, on laisse à un moment la pâte reposer pour la reprendre derrière et après la reposer à nouveau pour ensuite qu'elle soit prête à faire cuire. Et bah, presque on peut comparer l'organisme à cette pâte à pain qui a besoin un moment de moments de repos pour pouvoir être reprise, retravaillée, à nouveau un repos pour pouvoir être cuite et être fin prête. C'est exactement la même chose. Si vous faites votre pâte à pain qui est très bien et directement vous la mettez au four, bah, je vous laisse faire le test chez vous là tout de suite et je suis vraiment impatient d'avoir votre retour. Vous connaissez le résultat, donc voilà. Donc cette image, vraiment pour comprendre que la récupération, c'est pour ça que j'aime bien employer le terme de régénération. Elle fait partie vraiment de l'entraînement et encore plus en période de réathlétisation parce que c'est paradoxal, mais plus on a plus pris de repos, plus on va avoir besoin de temps pour se remettre dedans. Donc finalement, plus on va avoir besoin de ces temps de régénération. Et votre plan de reprise, il doit planifier précisément vos périodes de repos, l'enchaînement des séances afin d'établir des protocoles précis de récupération et d'assimilation des charges de travail. Ok Fred, donc du coup, tu nous conseilles d'avoir un plan d'entraînement pour la reprise, au même titre que si on prépare une compétition. C'est extrêmement important pour bien optimiser les délais et surtout avoir un cadre qui nous permet d'être patient, parce que c'est l'autre conseil que tu nous donnes, c'est de ne pas faire preuve d'impatience, accepter que il y a un temps qui est nécessaire à notre reprise et qu'il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Ensuite, tu nous conseilles de ne pas vouloir en faire trop, de ne pas courir trop vite, de ne pas courir trop longtemps et sur trop de jours. Et enfin, de ne pas négliger ces périodes de repos. Voilà, c'est pas parce qu'on revient d'une période de repos qu'il faut plus accorder des jours de congé. Au contraire, plus on a eu de repos, plus il nous faudra de repos pour assimiler les séances, même si ça peut paraître contre-intuitif. Est-ce que j'ai fait le tour des erreurs, Fred, en période de reprise? Malheureusement non, parce qu'il y en a beaucoup d'autres et très honnêtement, on n'aurait pas le temps de toutes les évoquer dans un seul podcast ou alors on fait un podcast tellement long que les gens risquent de ne pas l'écouter jusqu'au bout. Mais il y en a encore une qui est très importante, c'est qu'en période de reprise, les athlètes ont tendance à ne pas suffisamment écouter les signaux que leur corps leur envoie. Alors, en période de réathlétisation, il faut bien comprendre que malheureusement, on augmente considérablement le risque de blessures, de pépins physiques. Ces accidents ne sont très concrètement pas dus à la fatalité, c'est pas voilà, ça tombe pas du ciel comme ça pour rien, mais c'est souvent lié à des erreurs dans les entraînements qu'effectuent les athlètes. C'est bien pour ça. Je remets une couche sur l'importance du plan, mais c'est bien là à un moment
quand on fait des erreurs dans notre planification en période de reprise, on s'expose déjà au fait qu'elle soit pas optimale, mais aussi à se blesser, peut-être à se blesser de manière durable et du coup, excusez-moi l'expression, foutre en l'air une partie de sa saison très, très concrètement. Donc, le conseil que je donnerais, c'est en 3 points clés par rapport à la prévention des blessures dans cette période de reprise, c'est ne pas surcharger, il faut être progressif. On est toujours progressif dans nos plans marathon, on commence pas par la sortie longue de 2h30 la première semaine, ça va être la même chose sur la période de reprise, le plus lourd, le plus long, le plus intense, c'est pas au début, il faut se laisser le temps d'y arriver. Le deuxième point, être à l'écoute de son corps. Et là, pour le coup, comprendre et interpréter objectivement les signaux que nous envoie notre organisme, parce que parallèlement, il ne faut pas, je dirais, tomber dans l'excès inverse et surinterpréter chaque petit signaux que nous envoie notre organisme, parce qu'au début, vous allez un peu le brusquer, même en faisant un footing très cool de 20, 25, voire 30 minutes, il va pas aimer puisque ça fait 2, 3 semaines, voire plus qu'il a rien fait. Donc, il va vous envoyer des signaux négatifs. Sachez identifier ceux qui ont une réelle importance, ceux qui peuvent vous laisser penser qu'une blessure est en train de se créer. Et par exemple, si c'est juste des courbatures et que ça a été dur et le souffle court, voilà, juste vous dire peut-être qu'il faut que je réadapte les allures, la durée et que peut-être j'espace un peu plus les séances. Et le troisième point, c'est adopter adopter ou réadopter une bonne hygiène de vie. Donc, on en parlait, le sommeil, hydratation, alimentation, tout simplement. Merci beaucoup Fred pour ces paroles de sagesse et ce petit récap des erreurs à éviter. Je pense que ça va être très utile pour beaucoup de coureurs et de coureuses. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je le disais tout à l'heure, on a créé avec Dans la tête d'un coureur un programme, je reprends la course à pied, pour être aux côtés de toutes celles et ceux qui souhaitent optimiser cette période de reprise, qui nous offre aussi l'opportunité de repartir à zéro sur de meilleures bases en effaçant les erreurs du passé. Donc il faut le voir aussi comme une opportunité. Fred, ce programme, c'est le fruit de ton travail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Volontiers, Guillaume. Alors, il faut bien comprendre que la période de reprise, c'est un ensemble global et ce n'est pas juste une question liée à un plan d'entraînement sur un certain nombre de semaines. Déjà, pour construire son plan de retour, il faut intégrer de nombreux éléments qui sont tous d'une importance capitale à mes yeux. Il faut savoir évaluer son niveau de désentraînement, faire concrètement un état des lieux précis de ses capacités actuelles, notamment se poser toutes les questions qui sont relatives à la nutrition, au rééquilibrage alimentaire pour la perte de masse grasse si vous faites partie des, comme on l'a dit, 57% de personnes qui en France ont pris du poids durant cette période de confinement. Après, il faut se poser la question de comment se remuscler le haut et le bas du corps, parce que vous savez que j'accorde une importance toute particulière au renforcement musculaire. L'autre question, ça va être comment retrouver des aptitudes de vitesse et d'endurance pour réadapter son corps au développement de la VMA et de l'ensemble de vos capacités cardiovasculaires et physiologiques pour atteindre l'ensemble de vos objectifs. Alors, cette période de développement de VMA interviendra dans un temps 2. C'est pas l'objectif du plan de reprise, mais il doit vous y conduire. Après, tu as un certain nombre de freins pendant les périodes de reprise qui peuvent la retarder, la compliquer, la ralentir. Et du coup, il faut bien en avoir conscience. C'est la question de la gestion et de la prévention des blessures. Et également l'aspect psychologique de la gestion de la démotivation et de la capacité à développer son autodiscipline. Alors, il est important, parallèlement à tout ce que j'ai dit dans un premier temps, à bien anticiper ces freins qui peuvent survenir, du coup, pour les éviter au maximum. Alors, tu comprends, du coup, avec ce rapide exposé, que cette période de reprise constitue un enjeu majeur pour un athlète. Et du coup, il nous est compliqué, voire moi je dirais impossible, de tout résumer tout ça dans un seul podcast. Alors, c'est la raison pour laquelle on a créé un programme spécial avec l'ensemble de ces éléments pour accompagner au mieux nos éditeurs et nos auditrices qui souhaitent vraiment repartir sur une saison pleine et entière. Je compare souvent
la période de reprise à la construction d'une maison. La première chose qu'on fait quand on construit une maison, si elle veut qu'elle soit solide et qu'elle résiste aux intempéries, c'est poser les fondations. Les fondations, alors je suis pas spécialiste du bâtiment, hein, mais c'est on creuse profondément dans le sol pour bien les poser. C'est exactement ce qu'on va faire. Tout ce qu'on va faire n'est pas forcément visible, c'est pas forcément la partie la plus jolie de la maison. D'ailleurs, elle sera invisible, hein, logiquement. Mais c'est ça qui va permettre à la maison, et là, la maison, c'est votre corps, de tenir bon face aux orages, face au gel, face à la tempête, quoi qu'il advienne, au fil du temps. Et du coup, ce temps-là pour le sportif, c'est la saison. On sent que c'est un sujet qui te tient à cœur, Fred. C'est vrai qu'on a imaginé ce programme comme une boîte à outils avec les essentiels des éléments qui vont vous permettre d'optimiser votre reprise, parce que c'est évidemment une vision globale, comme l'expliquait Fred. Il y a la capacité d'évaluer le temps qui va être nécessaire à sa réathlétisation. Il y a ensuite tout ce qui concerne comment est-ce qu'on construit un plan d'entraînement de retour, qu'est-ce qu'on doit y retrouver. Toutes les questions aussi qui a trait à la nutrition, la perte de masse grasse, parce que si on a pris du poids, il va quand même falloir se remettre en forme. Il y a toute la gestion des blessures, comment les gérer, comment s'en prévenir, et aussi comment cultiver notre autodiscipline qui peut manquer quand on a pris une longue période de repos, et c'est tout à fait normal. Et sans oublier le retour à la vitesse, parce que c'est l'une des choses assez compliquées quand on reprend la course à pied, c'est de redévelopper des qualités de vitesse. On a souvent ce goût de sang dans la bouche dès qu'on accélère et c'est jamais très agréable. Donc c'est toujours utile d'être accompagné pour optimiser cette étape-là. Et ensuite, comment construire sa saison, combien de courses on peut courir dans une saison, qu'est-ce qui est judicieux de faire, comment assurer sa transition. On a vraiment imaginé ça comme un programme le plus complet possible. C'est un programme qu'on a voulu le plus complet et possible, et qui pouvait pas s'inscrire dans le cadre d'un seul podcast. Moi, j'adore le format podcast tel qu'on le pratique toutes les 2 semaines ensemble, mais mon côté entraîneur ressent une petite frustration sur certains sujets, parce que des fois, il faudra aller plus dans le détail, être beaucoup plus précis. Mais le seul format audio ne nous le permet pas forcément dans certains cas, comme je l'ai dit. Donc, on peut avoir besoin de formats écrits plus adaptés, tels les e-books. On peut avoir besoin de vidéos, ou on peut avoir besoin d'un temps vraiment défini. Donc là, l'idée, c'était d'avoir une offre qui vraiment réponde dans sa globalité aux enjeux de cette reprise-là, pour vous accompagner au mieux, et pas juste vous dire voilà, c'est de la progressivité, allez-y doucement, 2-3 exemples de séances. Non, si on veut vraiment le faire de manière correcte, honnête et sérieuse, il fallait construire quelque chose d'assez homogène, et des vidéos, parce que vous savez que je suis très attaché à la musculation, mais la musculation à travers des plaquettes de photos ou des échanges audio, ça ne vous montre pas comment exactement exécuter les mouvements. Et le principal défaut de beaucoup de programmes de musculation, à mes yeux, c'est de ne pas voir exactement comment on réalise un exercice avec justesse et d'assez détaillé. En tout cas, on peut déjà vous dire qu'on est impatient à l'idée de vous faire découvrir ce programme, et surtout d'avoir vos retours sur notre travail. Dans ce programme, vous allez retrouver 6 podcasts exclusifs, 2 e-books, des vidéos, et aussi la possibilité pour celles et ceux qui souhaitent avoir un plan d'entraînement personnalisé sur 6 semaines. Le plan est adapté à tous les types de coureurs, quel que soit votre niveau. Donc, on va vous poser pas mal de questions pour évaluer votre niveau, et aussi comment est votre état de forme en ce moment, pour pouvoir personnaliser le plan. C'est quelque chose qu'on peut enfin vous proposer, avec des plans qui sont très ludiques et interactifs. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément faire des plans d'entraînement sur une prépa marathon, par exemple, parce que c'est trop complexe et qu'on n'a pas encore les outils nécessaires pour personnaliser et individualiser au maximum ces plans d'entraînement. Mais sur un plan de reprise, comme la mécanique elle est plus simple, on a réussi technologiquement à pouvoir personnaliser les plans, et ça, on en est très fiers. En plus, ce programme va nous permettre de soutenir économiquement dans la tête d'un coureur, puisque c'est un programme qui sera payant. Je vous rassure, tous les podcasts que vous connaissez déjà, qui sortent toutes les 2 semaines, ça, ils vont durer dans le temps. Il n'est pas question de les arrêter. Bien au contraire, on veut augmenter la fréquence de diffusion en gratuit parce qu'on y tient. C'est important pour nous, mais on doit aussi assurer la pérennité sur le long terme économique dans la tête d'un coureur, tout en garantissant son indépendance éditoriale. Ça, c'est important. Et le meilleur moyen de le faire, c'est en permettant aux auditeurs de nous soutenir.
Après, ceux qui veulent écouter les contenus habituels, ça va rien changer pour eux. C'est vraiment uniquement pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais quoi qu'il arrive, c'est important pour nous de pouvoir regarder des podcasts qui sont accessibles à tous. Oui, oui, c'est très important. Et puis, il faut aussi dire de manière très claire, on a eu une demande forte sur ce type d'offre. On a réfléchi à l'opportunité de la développer. Parallèlement, cette demande et cette réalisation qu'on fait ne nous fait pas perdre la raison d'être de notre podcast, qui était avant tout partager notre passion et aider, alors à notre niveau, hein, celles et ceux qui recherchent des conseils ou tout simplement du divertissement à la course à pied. C'est vraiment ainsi, en tout cas, qu'on voit nos émissions, ce que j'appellerais du divertissement apprenant. Parce que voilà, le savoir, il ne passe pas forcément que dans des cadres très institutionnels, des livres ou des choses vraiment très formatées. Moi, je pense, et Guillaume également, et c'est comme ça qu'on vous l'a proposé, c'est qu'on peut aussi le partager dans la joie et la bonne humeur, comme on fait avec dans la tête d'un coureur. Et souvent, on m'a dit, alors je ne sais pas si tout le monde connaît cette émission, en tout cas qui moi date de mon adolescence, C'est pas sorcier avec Fred et Jamy. Et souvent on m'a fait la remarque, vous êtes un peu les Fred et Jamy de la course à pied. Alors moi, ça me va bien parce que mon prénom est déjà dedans. Voilà, ça modifie un peu pour Guillaume, mais je trouve que c'est un réel compliment parce que pour ceux qui connaissent pas cette émission, c'était une émission à la fois ludique, apprenante et qui restait très sérieuse dans les fondamentaux, ce qu'elle transmettait. Et je trouve ça vraiment, moi, très honnêtement, génial de pouvoir avoir ce rôle-là dans la communauté de la course à pied en France. Je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs compliments qu'on puisse nous faire, de nous comparer à C'est pas sorcier. Pour moi, c'est effectivement l'une des meilleures émissions de vulgarisation scientifique. Et c'est très flatteur de pouvoir reproduire ça sur la course à pied, en tout cas que les gens ont cette impression-là. Donc on espère pouvoir faire ça sur du long terme, de pouvoir durer au maximum, parce qu'on adore faire ça. Et si on peut avoir l'occasion de pérenniser dans la tête d'un coureur, c'est merveilleux. Après, il n'y a aucune obligation, évidemment. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas de problème, on ne va pas vous en vouloir. Donc, pour toutes celles et ceux qui veulent soutenir l'aventure, rendez-vous sur notre site internet www.danslateteduncoureur.fr. On vous met aussi un lien direct dans la description de cet épisode. Petite précision, le programme sera disponible uniquement aux dates du 11 au 25 mai. Donc, c'est une disponibilité qui est limitée, tout simplement parce que c'est la première fois qu'on propose ce type de programme et donc on veut cadrer et s'assurer aussi de la qualité. Ça passe par un contrôle des flux. Donc, on a préféré limiter la vente au 11 et 25 mai. Donc, dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Écoute, Fred, je crois qu'on a tout dit et que maintenant, on peut passer à l'instant lifestyle. Qu'est-ce que tu en penses ? Allons-y. L'instant lifestyle, chaque mois, venez découvrir les bons plans de la course à pied. Ça passe par des livres, des applications, des films, des documentaires et j'en passe. Fred, qu'est-ce que tu as trouvé à ce mois-ci pour nos auditeurs bien aimés qui peut-être ont du temps en période de confinement pour ceux qui n'ont pas la chance de reprendre le travail le 11 mai prochain? Je ne sais pas si c'est une chance, mais bon, en tout cas, ils ont du temps. Alors, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors aujourd'hui, je vais proposer un reportage vidéo qui n'est pas du tout récent et je vous avoue que j'étais passé totalement à travers. Je sais pas comment ça se fait, mais et bon nombre de coureurs également. Ça s'appelle l'Odyssée du coureur de fond. À l'origine, il avait été réalisé par la chaîne Historia en partenariat avec Arte et il a été fait il y a une quinzaine d'années. Donc c'est un documentaire qui date un peu. J'ai appris sa connaissance au cours du confinement via les réseaux sociaux, où une personne, notamment très connue de la communauté running, notamment en Île-de-France, qui s'appelle Mohamed El Yamani, dit Momo El Yamani, l'avait partagé sur son mur. Et c'est vraiment un super documentaire de plus d'une heure et qui vraiment repart aux sources de la course à pied, parce qu'on débute au début du XXe siècle et on finit avec les Haile Gebrselassie et Bekele sur plus d'une heure. C'est vraiment très détaillé, très intéressant. Alors maintenant, vous le trouvez sur YouTube, donc l'Odyssée du coureur. Vraiment, c'est un fantastique reportage sur l'histoire de la course à pied et tous ces grands champions qui peut-être sont désormais moins connus désormais, les Paavo Nurmi, les Emil Zatopek. Bon, Zatopek, ça parle encore beaucoup, mais voilà, toutes ces périodes-là.
et évidemment des périodes plus récentes. C'est vraiment très, très intéressant. Ah bah ça a l'air très intéressant, surtout si on peut le trouver sur YouTube, Fred. Je vais chercher justement un documentaire course à pied là pour me remotiver, me rebooster en cette période de reprise. Donc je vais me plonger dedans à fond. Bah, écoute, moi je t'invite grandement à te plonger dedans et vraiment tu vas voir que c'est un super reportage. Mais sinon, toi, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as réservé pour cet instant lifestyle? Eh ben écoute, ce sera un instant lifestyle 100% film, puisque moi aussi, je vais parler alors ce sera pas un documentaire, mais ce sera un film cette fois, qui n'a, a priori, absolument rien à voir avec la course à pied, mais qui m'a fait beaucoup de bien en fait quand je l'ai regardé et qui parle de l'importance de la gestion de nos émotions et surtout l'importance de chacune d'entre elles. C'est très très pédagogique. On parlait de vulgarisation tout à l'heure. Là, on est à plein dedans puisque c'est un film c'est un dessin animé, un dessin d'animation qui a été réalisé par les studios Pixar. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'auditeurs qui le connaissent déjà, qui s'appelle Vice Versa. Je ne sais pas si tu connais, Fred. Et en fait, on rentre dans la tête d'une petite fille où chacune de ses émotions, donc la peur, le goût, la joie, la tristesse, sont humanisées par des personnages. Alors c'est très très drôle parce que comme ils sont humanisés, tu peux les identifier peut-être à des gens que tu connais, des collègues de travail, et elles doivent en fait cohabiter. Et tu te rends compte que finalement, le bien-être, il passe déjà par l'acceptation de toutes ces émotions et surtout leur capacité d'interagir entre elles, et elles sont toutes importantes. C'est extrêmement important parce que la gestion des émotions pour un coureur, c'est quelque chose qui est important. C'est un très très beau film d'animation, j'ai adoré, ça m'a fait beaucoup de bien de le voir, surtout en période de confinement. Donc pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous le conseille évidemment, surtout si vous avez des enfants, parce que c'est voilà, comme les Pixar, ils sont très forts pour passer des messages, même des messages qui ne sont pas forcément faciles. Donc regardez-le. Donc je ne sais pas si tu l'as vu, Fred, mais je te le conseille, et de le regarder avec ton fils. Je pense que vous allez passer même un excellent moment. Ben justement, je connais ce film. Alors je ne sais pas si on dit film ou dessin animé. Ce film d'animation et qui effectivement est un super film et notamment pédagogique quand on est parent parce que des fois on est un peu limité, on a nos compétences mais elles sont pas absolues et que voilà tout le monde sait, enfin en tout cas beaucoup savent que j'ai un fils qui est encore plutôt jeune puisqu'il a actuellement 9 ans et c'est formidable parce que c'est fait de façon à ce que ça reste facilement accessible et ça permet voilà d'apprendre, comme tu le dis très bien, comment fonctionnent les émotions, l'ensemble des émotions et l'importance de savoir les reconnaître et les accepter toutes dans leur expression pour n'en réprimer aucune. Parce que tu le disais, ça vaut pour le coureur comme finalement dans notre vie de tous les jours. C'est un juste équilibre entre toutes ces émotions qui sont toutes naturelles. Il n'y a pas les bonnes, les mauvaises. Elles coexistent toutes ensemble. Et en réprimer certaines de manière absolue, à un moment, tôt ou tard, dans notre vie, c'est souvent dans notre vie d'adulte, elles peuvent réagir ou dans les moments un peu cruciaux. Et le sportif est, on va dire, assez régulièrement confronté à des moments cruciaux lorsqu'il se retrouve face à lui-même dans la difficulté, dans un moment important de course à pied. Voilà, c'est souvent ces moments-là un peu importants où tout ce qu'on a pu refouler peut ressurgir. Donc, bien comprendre comment on fonctionne, notamment ces émotions, c'est fondamental. Et je pense que ce film fait partie des outils de base pour débuter, je veux dire, cette appréciation-là et cette compréhension. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, on vous recommande fortement de foncer voir Vice Versa pour celles et ceux qui l'ont pas vu, ou même d'aller le revoir, parce que ça fait du bien, ça permet d'être plus optimiste, et en ce moment, on en a besoin. Si vous voulez retrouver toutes les informations et tous les anciens instants lifestyle, les recommandations qu'on a pu faire, rendez-vous sur notre site internet www.danslateteduncoureur. Vous y trouverez aussi toutes les informations sur le programme Je reprends la course à pied qui est disponible jusqu'au 25 mai prochain, donc dépêchez-vous. Fred, il me reste plus qu'à te souhaiter à toi et à tous nos auditeurs une excellente semaine. Prends soin de toi, prenez soin de vous, faites attention quand vous courez. À bientôt. Salut.